Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. 19h18 et jusqu'à 20h. Autour de moi, Gilles-William Goldnadel. Maître, bonsoir. Bonsoir. Plaisir de vous retrouver. Plaisir équitablement partagé. Équitablement, c'est le principe du contradictoire. Bonsoir Jules Torres. Bonsoir Pierre. Chef du service au JDD et notamment le service politique, bien sûr. Céline Imard est avec nous. Bonsoir madame, merci d'être avec nous. Vice-présidente des Républicains, eurodéputée, agricultrice dans le Tarn. Vous êtes au cœur donc de 3 systèmes, le parti politique, le Parlement européen et ce métier formidable, pourtant si difficile que celui d'agriculteur. Ce qu'on comprend, c'est que c'est pas tant la colère contre l'accord sur le Mercosur. En fait, c'est le schéma de la politique agricole globale en France qui ne fonctionne pas. Absolument. Le Mercosur, c'est le dernier clou dans le cercueil de mesures que nous avons prises sur les politiques agricoles depuis de nombreuses décennies et qui sont aujourd'hui le cercueil. Le Mercosur, c'est le clou. Mais ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la violence symbolique de cet accord. Moi, quand je parle à mes collègues députés au Parlement européen, notamment pour essayer de les convaincre de voter non sur ce texte, lorsqu'il sera soumis au vote du Parlement européen, ils me disent « mais l'agriculture française est déjà dans une très mauvaise posture alors que le Mercosur n'est pas entré en vigueur ». Et c'est vrai, je ne peux pas leur donner tort sur ce point-là. Ce qu'il faut comprendre dans le Mercosur, pourquoi ça a soulevé, et c'est comme la DNC, autant de colère, c'est parce qu'il y a une violence symbolique extrêmement forte dans cet accord. En fait, cet accord, le fait qu'il arrive à la signature, ça veut dire on vous demande énormément d'efforts et à côté de ça, on ouvre la porte à des importations moins-disantes. Et donc, les agriculteurs se disent, mais est-ce qu'on veut encore de nous dans ce pays ? C'est ça la question qui se pose, c'est la question qu'ils posent devant l'Assemblée nationale ce soir. C'est la raison pour laquelle ils veulent camper devant la nationale, c'est-à-dire rester cette nuit, mais ils ne vont rien avoir de plus. Et ils le savent ? Oui, je pense qu'ils le savent. Ils ont une lucidité assez bluffante. Moi, je l'ai vu ce matin puisque j'ai été avec eux sur les manifestations à l'Assemblée. L'esprit que j'ai vraiment saisi sur ces manifestations, c'est le fait de dire en gros, est-ce qu'on meurt sans lever les armes ou est-ce qu'on meurt les armes à la main ? C'est un peu ça. On a vraiment ce sentiment que c'est un peu la manifestation de gens qui n'ont plus rien à perdre, mais qui veulent garder une fierté et une dignité dans la manière qu'ils ont de réclamer de la considération, du revenu et moins de normes. Il y a une chose qui revient, c'est qu'il y a des agriculteurs qui ne le disent pas, mais qui sont contents de l'accord du Mercosur. C'est-à-dire que pour certaines filières ou certaines, j'allais dire, grosseurs d'exploitation, ça peut être un bon deal. Et ce que, notamment, on évoquait avec Hervé Morin au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos dimanche dernier, sachant que lui est notamment éleveur de chevaux et il connaît très très bien l'agriculture dans sa région Normandie, où généralement les agriculteurs n'ont pas à se plaindre. Mais ceux qui sont allés justement rejoindre ceux qui protestaient, notamment sur le pont de Normandie ou sur le port du Havre, c'est par solidarité. C'est-à-dire que même ceux qui vont bien, ils vont aller soutenir ceux qui vont mal. Oui, et puis, mais il y a quand même... on dit toujours, par exemple, les producteurs de vin, ceux qui contribuent à faire le cognac, les spiritueux, vont gagner à cet accord. Et moi, je me permets de m'inscrire en porte-à-faux. Et c'est pour ça qu'on ne les entend pas beaucoup, ces filières, ces producteurs de vin. D'abord, par exemple, sur le vin et les spiritueux, le Chili et l'Argentine sont des pays producteurs. Dont les habitudes de consommation là-bas sont déjà prises, entre guillemets, par la production locale, chilien et argentine. Sur les spiritueux, par exemple, sur le cognac, a priori, on peut se dire qu'il y a des opportunités sur l'export de ces produits. Mais en réalité, sur les marchés de consommation Brésil et Argentine, ils ont des habitudes de consommation qui sont beaucoup plus axées sur le frais, sur la cachaça, sur le mojito. Donc ils savent, nos producteurs et nos filières vins spiritueux, que ça va être très difficile de pénétrer ces marchés de consommation et que les bénéfices éventuels ne pourront s'acquérir que sur le court terme et sur le moyen terme. Sur le moyen terme et sur le long terme. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas très vocaux. Par solidarité, mais aussi parce que ce n'est pas sûr d'avoir des bénéfices agricoles sur cet accord. Jules Torres. Mais au-delà de est-ce que le Mercosur est un bon traité ou pas, quelle filière va bien s'en sortir, il y a quand même une question qui m'anime, c'est la question de l'impuissance. On a des agriculteurs qui sont impuissants face à un accord qui est négocié depuis 1999, des députés, des sénateurs et des députés européens qui sont absolument impuissants, des ministres nationaux qui sont impuissants, des présidents de la République et des premiers ministres qui sont impuissants face à cela. Qu'est-ce qu'on fait quand on est une personnalité politique comme vous l'êtes, qui justement avait décidé de cumuler avec votre ancien travail d'agricultrice? Comment on fait quand on est aussi impuissant que finalement tout ce qu'on fait, en tout cas sur ce sujet-là, n'a aucun effet, puisque de toute manière, vous avez une sainte Union européenne qui fait ce qu'elle veut?
il faut se projeter sur le long terme. D'abord, cette perte d'influence que vous constatez très justement de la France à Bruxelles, elle ne s'est pas faite d'un coup. Quand on avait eu les gouvernements, on en pense ce qu'on veut sur le plan politique de la présidence Sarkozy ou de la présidence Hollande, mais en tout cas, ce sont deux présidents qui ont été capables de dire à leurs homologues européens, et notamment allemands, moi, pendant mon mandat, le Mercosur, on n'y touche pas. On va essayer de faire comme l'adhésion de la Turquie, une arlésienne. Et là, en fait, le fait que ça arrive maintenant sur la table et que les États européens, la majorité et la Commission européenne puissent s'asseoir complètement sur la position française, ce qui est une humiliation totale pour la France, ça vient du fait que la Macronie a considérablement affaibli cette manière de porter nos intérêts ou de pouvoir porter un veto officiel sur ce sujet. Et donc, quand on est parlementaire, la question est excellente, je me la pose aussi. Quand on est sénateur, quand on est eurodéputé, comment on fait pour essayer d'influer sur le cours des choses ? Moi, au Parlement européen, j'essaye de convaincre mes collègues. Et c'est là qu'on se retrouve avec ce terrible effet miroir. C'est-à-dire que vous êtes lobbyiste, en fait. Vous êtes devenu, vous n'êtes pas tant eurodéputé que lobbyiste, en réalité. Au Parlement européen, énormément de choses fonctionnent sur le lobbying. Oui. C'est-à-dire que contrairement à l'Assemblée nationale ou au Sénat, quand on arrive sur un vote d'un texte, en fait, tout est déjà joué avant. C'est ça qui est incroyable au Parlement, c'est que le lobbying est institutionnalisé. Donc tout le travail d'aller convaincre les collègues de boire des cafés, un nombre incalculable, pour aller convaincre de dire non au Mercosur, un député qui a priori n'a pas trop d'intérêt. Bon, je ne vais pas chercher les Allemands et les Espagnols, mais on va aller chercher, je sais pas, des Slovaques, des Lettons, des Autrichiens, des Chypriotes, pour essayer de faire cette majorité. Là, c'est les Italiens que vous devriez convaincre. Ah, mais les Italiens, ils vont suivre comme un seul homme les instructions de Madame Meloni. Donc, il y a des députés qu'on ne va pas chercher parce qu'on sait qu'ils vont évidemment voter en fonction de leurs intérêts nationaux. Mais là, on se retrouve avec l'effet miroir. C'est-à-dire que ces mêmes députés me disent « mais je ne comprends pas ». C'est-à-dire que moi, j'ai un intérêt à exporter pour mes industries, pharma, chimie, etc. Toi, tu me demandes de voter contre un accord qui pourrait être bon pour mes filières parce que des antibiotiques, des hormones, des pesticides, je comprends. Ou des voitures, si on parle des Allemands. Mais tu me demandes, chère Céline, de voter contre un traité qui n'est pas encore en vigueur parce qu'il détruit l'agriculture française, mais il n'est pas encore entré en vigueur. Donc ils me disent la vérité, c'est que c'est vous tout seul comme des grands au niveau français qui ont mis l'agriculture par terre parce que vous vous tirez une balle dans le pied tout le temps. Et le sujet de la loi Duplon avec l'acétamipride cet été, la pétition, etc., a énormément marqué mes collègues. Ils me disent qu'est-ce que c'était ce débat cet été chez vous sur la loi Duplon. Ils me disent mais c'est incroyable, il n'y a que chez vous qu'on peut se tirer des balles dans le pied comme ça. Donc ne venez pas me demander de voter pour sauver votre agriculture qui est déjà très mal en point avant même que le Mercosur soit en vigueur pour ne pas protéger mes intérêts nationaux. Alors voilà le diagnostic. Ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien ça vous le saurez après la pause. Restez bien avec nous sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. La colère agricole ne faiblit pas. Les conséquences, plutôt les causes, sont multiples, comme vient de nous l'évoquer Céline Imard, vice-présidente des Républicains, eurodéputée agricultrice dans le Tarn. Écoutez Madame Genevard, la ministre de l'Agriculture, qui a annoncé à l'Assemblée plusieurs mesures. Nous avons décidé d'interdire dans les produits importés 5 substances et l'Union européenne en a validé déjà 3. C'est à l'initiative de la France, c'est un progrès majeur et j'entends poursuivre cette action. Et puis enfin sur la question des contrôles, car aucune interdiction ne vaut si on ne peut pas en contrôler l'application. J'ai décidé, et c'est une première en Europe, de pouvoir constituer une brigade de contrôle. C'est plusieurs dizaines de personnes qui seront chargées d'effectuer ces contrôles. Vous voyez, monsieur le député, le chemin est pris, la détermination est là et nous n'allons pas cesser de progresser dans cette voie. Je vous remercie. La ministre de l'Agriculture devant l'hémicycle en chahut, chahuté. Personne ne l'écoute vraiment quand elle annonce ces mesures qui, pardonnez-moi, on ne vous voit pas puisque on est à la radio, mais certains peuvent nous regarder sur différents canaux, notamment 218 pour le canal Orange. Vous venez de rire, pardonnez-moi Céline Imard, mais parce que non, mais parce que l'ampleur des mesures. Non, mais parce que sur ces molécules, elles sont typiquement utilisées par les producteurs d'agrumes, de mangue, d'avocats, et donc je pense que ça va énormément rassurer tous nos producteurs d'avocats du Cantal ou tous nos producteurs de mangue du Nord-Pas-de-Calais. Oui, voilà, c'est ça. Non, donc ce sont des choses que nous ne produisons pas pour ceux qui n'auraient pas suivi. Absolument. Non, mais les mesures, elles vont évidemment... mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que c'est ça aussi. Alors aujourd'hui, voilà, le Premier ministre dit je vais annoncer une loi d'urgence sur l'eau, sur la prédation du loup, sur les moyens de production, c'est assez vague. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Qu'est-ce qu'on peut faire encore aujourd'hui ? Vous avez parlé du temps long.
Et oui, mais justement, le problème, c'est que l'administration, quand ça l'arrange, se calque sur le temps agricole, qui est celui du temps long. On l'a vu sur la loi Duplon, qui remet à niveau certaines normes françaises avec le niveau de réglementation européen. On attend encore les décrets d'application. Donc ça veut dire que si on a une loi d'urgence qui va certes sur les mesures annoncées, je dis bien annoncées et promises, et non pas encore actées, il y a des choses sur la prédation, sur l'eau, sur l'accès aux phytosanitaires, sur plein de choses. Ça va être voté avant l'été. Le temps que les décrets d'application sortent, les administrations se retrouveront dans le devoir de réserve lié aux élections présidentielles. Non, le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, on a des agriculteurs qui sont dans l'urgence, que ce soit sur la viticulture, ils se disent, est-ce que j'arrache? Mais ça fait 30 ans qu'ils sont dans l'urgence. Mais bien sûr qu'on est dans l'urgence. Mais enfin, à chaque fois, vous voyez bien que c'est un énorme plan social. C'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'on a entamé le plan social qui a le plus d'ampleur, qui est le plus violent en France. C'est celui qui concerne les agriculteurs. Gilles William Goldnadel. Non, je suis convaincu par l'éloquence et la force de conviction de Madame Imard, mais je voudrais vous dire que ce sont les Français qui sont dans l'urgence. Le soutien des Français à l'agriculture, il a quelque chose presque d'irrationnel et d'instinctif. Dans Paysans, il y a pays, je l'ai déjà dit. 79% des Français soutiennent les agriculteurs. Voilà, et les agriculteurs incarnent charnellement les racines de la France. Et les Français, comme ils savent eux-mêmes qu'ils sont en perdition, c'est ce qui explique, au-delà de toute raison, d'ailleurs, le soutien inconditionnel de la majorité des Français. Ça veut dire quand même qu'il y en a 20%, c'est assez étrange, qui ne les soutiennent pas. Mais justement, j'y viens. De la même manière que les malheurs des Français viennent principalement des Français eux-mêmes, dans la détestation de la France. Je considère que certains écologistes français sont à l'origine du mal des agriculteurs. Les escrologistes, comme dit Franz-Olivier Gisbert. Mais qui n'en ont rien à faire ni des animaux, ni des agriculteurs, qui imposent des normes plus importantes aux Français que dans d'autres pays. C'est pas l'écologie punitive. C'est pas un hasard si l'agriculture italienne et l'agriculture espagnole s'en sortent bien, tandis que l'agriculture française s'en sort mal. La faute à qui? La faute à certains Français. Pardon. Et absolument, et qui viennent ensuite montrer leur soutien aux agriculteurs, ce qui est vraiment de l'affichage pur et simple, en leur disant on vous soutient sur le Mercosur. Parce qu'en fait, ils ont dézingué notre agriculture et nos filières depuis des années. Et ils ont créé une sphère aussi très forte dans l'administration, où on a des réseaux officiels de l'administration, comme des réseaux comme le LIER, qui militent aujourd'hui ouvertement pour que dans les politiques publiques, on intègre cette décroissance écologique, et qui sont aujourd'hui très présents dans de nombreuses sphères d'ONG militantes. Et dans les médias. Qui se font, bien sûr, mais qui se font un malin plaisir d'aller attaquer effectivement la pétition sur l'acétamipride, mais qui se font un malin plaisir dès qu'il y a un projet d'extension d'un bâtiment agricole pour pouvoir produire nous-mêmes les poulets que nous consommons, les œufs, dès qu'il y a un projet de stockage. Je ne rappellerai même pas Sainte-Soline, c'était d'une violence inouïe, qui va cristalliser en fait toutes les oppositions sur des projets à vertu, à caractère agricole, mais qui peuvent aussi servir le bien commun. Et donc ils vont être là sur à la fois les manifestations violentes, mais ensuite ce qu'ils ont perdu par la loi, ce qu'ils ont perdu dans le débat démocratique, ils vont aller le contester devant les juridictions. Et donc dès que vous avez un projet d'extension ou un projet lié à l'agriculture, que ce soit sur l'eau ou sur les bâtiments, derrière il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, des dizaines de recours juridiques contre lesquels les agriculteurs ont beaucoup de mal à se défendre. Bien sûr, C'est vrai que les Français soutiennent massivement cette colère des agriculteurs, 79%, vous l'avez dit avec ce sondage CSA qu'on avait fait il y a 2 semaines. Mais il y a quand même un sujet, ce qui est que le Mercosur est le paravent commode pour masquer nos propres responsabilités, c'est-à-dire que ça fait 30 ans que l'agriculture vit mal, et en effet, vous l'avez dit, le Mercosur n'est toujours pas en application, même si ça fait 26 ans qu'on en discute. Les écologistes politiques, je ne les porte pas dans mon cœur, mais ils n'ont jamais dirigé le pays que je sache. Donc, il y a aussi cette question de comment ça se fait qu'on n'a pas réussi depuis 30 ans à sauver la vie. Parce que c'est ça, c'est sauver la vie. Et parce qu'aujourd'hui, nos agriculteurs, ils survivent. Mais comment ça se fait qu'on n'a pas réussi dans notre pays à avoir une agriculture qui est à bon coût? Parce qu'il y a aussi une réalité, c'est que peut-être que oui, les Français soutiennent nos agriculteurs, mais du reste, vous leur mettez le kilo de tomates à 8 € ou à 12 €,
que le kilo de tomates vienne du Maroc ou de la France, ils n'en ont rien à faire, ils prennent celui qui est le moins cher parce qu'on a de moins en moins de pouvoir d'achat. Donc il y a aussi cette réalité-là qui est une réalité économique et ça pour le coup, c'est tous les gouvernements successifs qui sont responsables de tout cela. Mais absolument, parce qu'on est sur un paradigme de pensée. Sur les mêmes sujets que les politiques migratoires par exemple, pareil sur le sujet de la production agricole face à ce dogme de la décroissance qui a prédominé dans tous les gouvernements successifs, la droite n'a pas eu le courage de dire non, ce n'est pas le bon cap. Et c'est ce que dit Bruno Retailleau très bien sur l'immigration, mais aussi sur l'agriculture, c'est que la droite a trop longtemps rasé les murs. Et c'est rallié à la bien-pensance de gauche en disant finalement la droite est devenue juste un peu plus à la droite de la gauche. Et aujourd'hui, moi, c'est pour ça que je suis engagée aux Républicains, c'est parce que je vois cette lucidité et cette volonté de la part de Bruno Retailleau et du parti de faire table rase de tout ça et de dire non, il faut changer de logiciel sur toutes les politiques qui ont trait à notre souveraineté, qu'elles soient sur l'immigration, qu'elles soient sur la politique industrielle, qu'elles soient sur le pouvoir d'achat ou sur l'agriculture. Il faut renverser la table, et vous l'avez dit. Et le deuxième point que vous avez soulevé, qui est extrêmement pertinent, c'est la dichotomie qu'on peut observer parfois entre la revendication du citoyen et l'acte d'achat du consommateur. Non, mais ça, c'est un point fondamental. Parce que contrairement à ce que Jules Torres a l'air ou feint de penser, le pouvoir, il est beaucoup moins entre les mains des politiques qu'entre les mains des juges et entre les mains des médias. Et le parallèle qui vient d'être tracé par Madame Imard entre l'immigration et l'agriculture, il est excellent. C'est pour ça qu'on en meurt. C'est parce qu'effectivement, dès l'instant où il y a des recours en justice, avec en plus l'appui des médias, effectivement, les agriculteurs, ils perdent leur procès. Céline Imard, eurodéputée LR, agricultrice, en quelques mots, si vous étiez ministre aujourd'hui de l'Agriculture, si vous pouviez faire, défaire, refaire les choses, quelles sont les trois principales mesures que vous feriez ? 2. D'abord, je reprendrai la main sur mon administration. Ça, c'est fondamental. De quelle façon ? Aujourd'hui, le politique a laissé trop de pouvoir aux administrations, aux agences soi-disant indépendantes, à l'ANSES, donc un à l'OFB. ministère de l'agriculture vertical. Oui, aujourd'hui, on laisse beaucoup trop de pouvoir décisionnaire dans l'application, dans les décrets, dans la rédaction des textes de loi, qui font qu'on a des surtranspositions. Vous avez les nitrates, vous avez un plan d'action national qui est rédigé par les services, première surtransposition, deuxième sur le plan d'action régional, troisième sur les comités locaux de l'eau. Il faut aujourd'hui... En plus, ça coûte de l'argent, parce qu'il y a tous ces comités dont vous me parlez. C'est comme les dragues dans les affaires culturelles, etc. Absolument. Ouais. Il faut aujourd'hui que le politique reprenne la main sur ses administrations et reprenne la main sur ses agences. C'est fondamental. La deuxième mesure. La deuxième, c'est qu'il faut aujourd'hui porter, je pense, un projet de révision constitutionnelle, mais en tout cas, il faut agir au niveau légal, par des décrets, par des arrêtés, par des ordonnances, pour absolument aussi redonner du pouvoir face aux juridictions. C'est-à-dire qu'il faut limiter les recours, il faut limiter les délais de recours. Et ça, le fait de pouvoir changer la loi... Sur quoi, par exemple ? Par exemple, sur un méthaniseur. Je rencontrais ce matin un agriculteur qui me dit on monte un méthaniseur avec une coopérative, ça s'inscrit dans la bioéconomie, dans le circuit court, dans la politique énergétique, tout est vertueux, tout est bien, mais ça fait 7 ans que ces recours, que ce projet de méthaniseur est bloqué parce qu'il y a des recours successifs d'ONG, de collectifs, de militants qui font que, ils sont allés en première instance, ils sont allés à la cour d'appel, aujourd'hui ils ne savent pas s'ils vont se pourvoir. C'est incroyable. Il faut absolument aujourd'hui qu'on repense notre assiette de jugement, notre base légale et juridique pour pouvoir mettre fin à tous ces recours qui ne font que clouer de nouveaux clous dans les cercueils. Est-ce que vous arrivez seulement à faire de la pédagogie à ces ONG, ou est-ce qu'on est dans le militantisme dogmatique tel qu'on peut absolument pas avoir aucun débat avec ces gens-là ? C'est assez variable, mais moi je dirais que les ONG aujourd'hui ont un agenda politique et que du coup ils ont des opinions, ils ont des idées, ils cherchent à faire avancer leur agenda politique de la même manière qu'un responsable politique, qu'un élu, qu'un député, qu'un syndicaliste va chercher à faire avancer le sien. Et donc on n'est pas dans le débat d'idées, on est dans des convictions extrêmement ancrées. On est dans le dogme et on est dans des objectifs de peser dans la loi et auprès des politiques. Voilà. Donc, c'est ce que vous disiez. Ça s'appelle l'idéologie, bien sûr. Voilà, l'idéologie. On parlait de service public de l'information. Vous avez la même chose maintenant dans le domaine de l'agriculture. Et si on ne fait pas quelque chose à ce niveau-là, c'est le cœur du réacteur. Hein. On n'en sortira pas et ça coûtera des vies à des agriculteurs, puisque je rappelle cette triste statistique, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Merci beaucoup Céline Imard d'avoir été avec nous, eurodéputée Les Républicains.